Bonsoir, bonjour, bon après-midi, peu importe quand vous nous écoutez, si vous êtes en live, ben bonsoir à vous. Épisode 19, saison 5, nous sommes le 17 février 2020. Ça fait un mois que Elodie n'est plus venue, elle n'a plus aucun repère, elle sait plus comment elle s'appelle, je crois qu'elle s'appelle Robosaurus maintenant. C'est ça, c'est mon nouveau nom. Voilà, ça fait penser à des biscuits chocolatés, mais ce n'en sont pas du tout. Du tout. Peut-être certains auraient préféré ici que ce soit des biscuits au chocolat. Ah mais oui, bon. oui. Vous êtes mauvais. Bon, bah, ah là là, franchement, hein, c'est pas toujours facile de participer à Monsieur Série and Friends. Hein, on est obligé de se taper les trucs. Faire Ah bah écoute, hein, voilà, attends. Le jour où on me fera faire un truc, je sais pas, genre Undo Stress, je pleurerai pareil. Oh, vas-y, on le fait la semaine prochaine. Là. Ah non, mais moi aussi je pleurerais, donc ça Non, suffit. Non, j'ai 2 solutions pour le prochain. 2 solutions. Donc on verra bien. On verra bien tout ça. Donc avec moi ce soir, il y a donc Elodie Robosaurus. Bonsoir. Qui crache des flammes. Ah bon? Après un chili un peu trop épicé. J'ai pas dit par où cracher les flammes. On a... On y a tous pensé. Bah oui, mais moi, tout ce que vous pensez, je le dis. et voilà, c'est comme ça. Bon, bref, vous commencez à me connaître. On a aussi Olivier qui, là, s'est dit « Putain, mais pourquoi je suis venu ce soir ?» C'est ça, exactement. On devait pas parler de Schwarzy. Il y a le contrat qui nous attend, là, c'est pas mal. Et on a aussi, donc, Mathieu, qui est du côté d'Olivier. Hein, là, on est 4, et je pense qu'on a 2 pôles qui se séparent pas mal sur la série dont on va vous parler tout à l'heure, enfin pas une série, mais qui est maintenant un téléfilm, vu que c'est un pilote abandonné, de Steel Justice, aussi connu sous le nom de Robosaurus. Voilà, Mon Dieu. Rien que le titre, ça fait fou. Mais Robosaurus, c'est par la suite, parce que c'est comme ça qu'ils ont appelé le fameux robot qui est dedans. Au programme de ce soir, de l'actu, ce pilote, des recommandations, où là, je pense qu'il y aura peut-être un peu plus d'engouement, et puis ben voilà, ce sera déjà pas mal, non ? C'est un beau programme, moi j'ai envie de dire. Bah ouais. Voilà, je pense que c'est un beau programme. Là, on en a pour 1h30, là, donc... Ouais, facile. C'est pour ça que je vais lancer directement le petit générique des actus. C'est parti. Alors, l'actu. Je vois qu'il y a plein d'actu dedans. Et comme j'en ai pas mis, je vois qu'une seule couleur pour Elodie. Le reste, je suppose que c'est Mathieu. Oui. Voilà, j'ai fait mon boulot. Voilà, je m'en dis. Non, t'as pas mis ta couleur, flemmard. Oui, mais comme en général, c'est lui. Bah, autant être tout seul, alors autant être neutre, du coup. Voilà, comme en général, c'est lui qui s'occupe des news. Et on leur remercie. Ben voilà, il l'a pas mis. Oh, c'est pas très grave. Maintenant, tu peux commencer les news. Allez, c'est parti. Alors, première news, on commence par Netflix, qui supprime son mois gratuit. Donc, maintenant, vous allez être obligé de piquer le compte de vos copains et de vos copines pour ne pas avoir à payer. Et vous n'aurez plus accès au mois gratuit avec de nouvelles cartes bleues. Je suis désolé de ça. Mais ou alors, vous pouvez ne pas prendre Netflix et regarder plein de choses ailleurs aussi. Parce que autant aller ailleurs des fois. Il y a plein de belles choses partout. On verra ça tout à l'heure. Ouais. Après, on continue tout de suite direct. On est dans la lancée avec les renouvellements et les annulations. Globalement, il n'y a que de Netflix quasiment. Non, à part 2. Attendez, il y a des bonnes nouvelles, vous allez voir. Ouais. Cette semaine est bien. Donc on a déjà Lock and Key, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est déjà renouvelé pour une saison 2. Il y a Avenue 5, dont on a parlé la dernière fois aussi, saison 2. Ouais. Superstar, renouvelé pour une saison 6. Oui. Voilà, on a... Eh ben tiens, allez voir l'épisode de la dernière fois pour avoir l'avis de Monsieur Série sur Superstore. Superstore que j'ai tant aimé, qui m'énerve. Et je pense qu'Elodie, de toute façon, est dans la même situation. Ouais, annulez-la, c'est bon, on l'a fait 100 ans. C'est pas grave, il y a Brooklyn Nine-Nine qui nous fait une très belle saison 7. Du coup, allez voir Brooklyn Nine-Nine à la place. 999. Après. 999. Après, on a Sex Education qui est renouvelé pour une saison 3. The Good Doctor pour une saison 4. Là, on arrive aux annulations. Attention, vous sortez les mouchoirs. Par contre, moi, ce qui me surprend quand même là-dedans, c'est Good Doctor déjà dire saison 4. Et là, tu dis, putain, ça fait déjà autant de temps. Sérieux ?
C'est fou, hein. J'ai l'impression que ça fait pas longtemps que ça a été commencé, mais oui. Donc les annulations. Ray Donovan, pas de saison 8, j'ai pas marqué, je crois que c'est saison 8. Ça devait être renouvelé. Et puis finalement, ils ont dit, oh bah non. Mais l'acteur principal a dit que peut-être faites des pétitions, on sait jamais. Enfin, comme d'habitude, quoi. Ouais, comme ça. Après, Spinning Out de Netflix est annulé, il n'y aura pas de saison 2. Et surtout, préparez-vous. Vous allez sauter de joie. Enfin, moi, je saute de joie. Insatiable est annulé et n'aura pas de saison 3. Bah, globalement, je m'en foutais un peu, donc... Ouais, moi aussi. Non, mais attendez, parce que moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je critiquais Insatiable et on me disait, tu ne l'as pas vu, tu ne peux pas la critiquer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé toute la saison et toute la saison 2 d'Insatiable. Mais pourquoi tu t'infliges ça? Et ben, parce que ces gens-là. Voilà, Voilà. et ben, c'était affreux. Maintenant, je l'ai vu, j'ai perdu du temps à cause de vous. Voilà, et c'était affreux. C'est c'était insupportable, c'est bien. le nom de la série. Voilà, C'est ça. Insatiable, insupportable. Je l'ai mis en pire série de l'année et dans les pires séries de tous les temps. Voilà, donc j'étais heureux en voyant la news le petit matin. Ensuite, on a Lucifer, qui aura peut-être une saison 6 finalement. Netflix Ouais. est en train de réfléchir avec Warner Bros. Ils se sont Si dit, tiens, ça finalement, rapporte de l'argent. si ça peut encore faire de la thune, autant continuer. Ensuite, il y a King Eve qui reviendra finalement le 26 avril pour sa saison 4. Donc un peu plus tard que d'habitude, mais en avril comme prévu. On continue pour casting, et puis on le savait déjà, mais confirmation que Showtime a bien commandé First Ladies, donc une série sur les premières dames américaines. La première saison se concentrera sur Michelle Obama, Betty Ford et Eleanor Roosevelt, et Michelle Obama sera jouée comme convenu par Viola Davis. On est très content. Et il n'y a pas de date qui est pour l'instant annoncée. Et pour finir, une petite pour la nouvelle fin. le meilleur pour la fin. Bon, il y a Viola Davis aussi, c'est le c'était quoi, meilleur, c'était mais bon, quoi, c'est le deuxième meilleur, disons. On a eu le casting vocal de Master of the Universe Revelation, donc la nouvelle série d'animation de Netflix. Et qui est-ce qu'il y aura dedans? Il y aura Mark Hamill Ouais. de Star Wars. Ce qui est bien, c'est que c'est quand même l'un des rares acteurs qui donne son prix dans son nom. Quoi. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Moi, j'ai Mark Hamill, moi, c'est bon. Donc il jouera le fameux Skeletor des Maîtres de l'Univers. Il y aura aussi Lana Headey, qu'on a vu comme la méchante Cersei dans Game of Thrones, qui jouera Evil Lynn. Donc comme son nom l'indique, elle sera méchante également. Ensuite, il y a Chris Wood de Supergirl, mais aussi Kay de Vampire Diaries, ne l'oublions pas, qui campera le prince Adam, alias Iman. Et enfin, Sarah Michelle Gellar. Musclor, Donc, pas Iman, oh là là. Écoute, sur mes notes, c'est marqué Iman. Ouais, Ça ouais, va. la VO, alors, quoi. quand même. Pour moi, tu vois, ça fait c'est- Shira, Iman, tu vois, ça marche mieux dans ma bouche. T'es trop jeune, tu vois pas ce que c'est. Oui, ben Moi, je j'étais faisais- pas né, mais quand je dis que Je j'étais faisais pas des né, mecs on au m'en moulage de gueule. Musclor and Skeletor. Et enfin, il y aura Sarah Michelle Gellar, donc Buffy, qui interprétera Tila. Et donc j'espère que enfin ça sera un rôle qui marchera pour elle. Mais en Oui. tout cas, c'est un beau casting vocal, un casting qu'on retrouvait pas mal dans Chasseurs de Trolls, qui était très très bien. Et on attend toujours la fin de Chasseurs de Trolls d'ailleurs. Donc si vous voulez, vous pouvez continuer avec moi à tous les jours envoyer des messages à Netflix pour avoir la date de Wizards. Ok. Ok, très bien. Ensuite, parce que là, elle est où, ma fenêtre? Elle est là. Elle est là, ma fenêtre. Il restait une chose du côté d'Elodie. Ne saute pas, ne saute pas! Oh là là. Oui, moi je voulais parler de mon petit chouchou, Tom Hiddleston. Il va se retrouver chez Netflix pour une série qui s'appelle White Stork. Sur, je cite, le paradoxe de la vérité dans un monde post-vérité. Waouh, c'est trop deep. C'est une série. J'ai pas compris. Oh, fin d'effort aussi. Ça sera une série britannique produite par Eleven, c'est la société de production qui a fait Sex Education. Et ce sera réalisé par Christopher Nyholm qui a réalisé quelques épisodes de Taboo. Et de quoi qu'est-ce que ça parle? Et bien en fait, Tom Hiddleston, il va jouer James Cooper, qui est choisi pour avoir un siège au Parlement. Sauf que on va avoir une journaliste qui va un peu fouiller dans son passé, qui va découvrir plein de petits secrets
pas forcément choli. Et donc, ça pourrait détruire sa carrière, son mariage, et faire tomber avec lui d'autres puissants de ce monde dans sa chute. Voilà. Très bien, très bien. C'était tout pour les news. Oui. Je viens de voir que je me suis trompé dans le titre, j'ai oublié de le changer. Tellement pas l'habitude de le refaire en live que j'ai oublié de changer, donc on est encore sur les joyeuses fesses de fin d'année. Mais non, mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est plus ça, on va pas le faire à chaque fois quand même. C'est un numéro qui a tellement bien marché. Bon oui, écoute, hein, quand on a des idées de merde, on les subit. Et en parlant d'idées de merde que l'on subit, roi de la transition, 5 ans, on finit par connaître un peu le truc, quoi. Hein. On va vous parler d'un truc qui s'appelle Still Justice. Il n'y a pas de justice dans ce monde. Alors, dans tout ce qu'on essaie de faire donc pour cette nouvelle partie de saison, comme je l'ai déjà dit, mais je le répète, comme ça, ceux qui arrivent en bout, au plein milieu en cours, en long, peu importe. En large et en travers. Et en large et en travers, et de façon quinconce. N'importe quoi. Je me suis pris de passion pour les choses pas très connues, des pilotes qui ne se sont pas vendus, ou des séries très vite annulées pour de bonnes ou mauvaises raisons. Et dedans, il y a eu un petit truc qui m'a tapé dans l'œil très vite, et pourtant on l'a pas fait en premier, qui s'appelle Still Justice. Ouais, ça tape dans l'œil. Même dans les deux. Ouais, il a pas dans les deux. Et un petit coup de lance-flamme en même temps. Et donc ça s'appelle Still Justice. Et qu'est-ce que c'est donc Still Justice? On se le demande encore. Alors, oui, on se le demande encore. Le résumé, vraiment dedans, c'est un flic, plein de traumas, qui a perdu son fils. Un peu trop rempli de trauma, d'ailleurs. Voilà, qui se rend compte que... il a un trauma, ouais. C'est d'avoir perdu son fils. C'est le plus gros trauma qu'on répète. Ça donne l'impression qu'il y en a plusieurs. C'est pour ça, on a l'impression qu'il y en a plusieurs, mais il n'y en a qu'un, en fait. Il n'y en a qu'un seul. Et donc, ce gars-là, c'est un flic qui combat le crime, mais qui se retrouve embarqué dans une histoire de voyage dans le temps, les dimensions, enfin, un truc que, au bout d'un moment, tu comprends plus vraiment, et qui, très vite, va se retrouver surpris et aidé par un robot qu'il avait fabriqué avec son fils, le fameux trauma, parce que le fils, il est mort. Ce robot qui va l'aider, et c'est un robot jouet, mais pas que, parce qu'au fond de ce robot jouet, c'est un dinosaure aussi. Un ancien dinosaure venu de je sais plus où. Bref, une heure et demie. C'est un robosaurus, en fait. C'est un robosaurus, ça c'est son nom, son vrai nom dans la série, mais aussi maintenant, parce que c'est un robot qui existe, qui fait tourner des trucs de NASCAR et autres trucs de redneck aux États-Unis. C'est un pilote ils ont essayé de le vendre à la NBC en 92. Donc maintenant, ça fait presque 30 ans. Et ouais. Et ça dure une heure. Ça dure une heure et demie. Ça en a pas pris une, ça en a pris 60. C'est plus plein la gueule, quoi. Pour pas un rond. Mais je pense que même en 92, c'était déjà vieux. Oh oui, parce que vu que avant qu'on enregistre, je croyais que ça sortait des années 80, moi. Moi aussi, j'ai vérifié. Mais bon, ça, c'est les années 60. on est en début, donc... Ouais. Mais en fait, Blade Runner... VHS, ça aide pas. Non, mais ça se voit que globalement, tout l'argent a été mis dans ce robot. Dans ce robot de très très grand d'ailleurs, et un peu, par moments un peu cheap, surtout en version jouet, parce qu'en version grand, il est quand même pas mal. Ouais, mais du coup, il est très mal mis en valeur, parce que... Bah oui, parce qu'il a coûté trop cher. Et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il a coûté trop cher, qu'il était très difficile à manipuler. Mais oui, mais en fait, je veux dire, juste dans la réalisation, parce que franchement, je pense que j'aurais pas su avant qu'il existait en vrai, qu'il faisait 6 mètres de haut, etc. Je suis pas sûre que je me serais rendu compte qu'il faisait vraiment cette taille-là. Je pense que je me serais dit, c'est une maquette et ils l'ont filmé au milieu de... Moi, c'est ce que je pensais aussi. Eh ben non. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que, globalement,
tenait la promesse de la série, la promesse du pilote, la promesse d'un nanar sympathique, rigolole, mais C'est pas drôle. oui. Force est de constater que c'est un pilote qui aime bien se prendre au sérieux, qui aime bien jouer sur le pathos, qui aime bien se prendre la tête au point de parfois ne plus savoir où il va, et au point de réutiliser encore et toujours les mêmes rushs de ce trauma dans un futur plus ou moins lointain. Enfin, Alors- c'était un... On est tous d'accord là-dessus. On l'a plus ou moins bien vécu, mais globalement, c'est quelque chose qui était beaucoup trop long et pas bien rythmé, parce que sur 1h30, il reste une demi-heure de trucs un peu sympas, où il se passe des choses. Oui. Bah, toute Et la puis, première partie, elle est chiante. Enfin, elle sert à rien, quoi. Non, on ils en a essaient parlé d'installer un peu en une... off sur Twitter, Ouais. sur la réutilisation des rushs. Mm. Juste avant le podcast, je l'ai revu en accéléré, mais vraiment très en accéléré, donc je ne garantis pas que mon chiffre est exact. Mais 7 fois la même scène. Je rêve. 7 fois, la même, hein, en 1 heure. Était-ce bien nécessaire? Je ne pense pas, j'avais compris. Et encore, plus je la voyais, plus j'étais en mode, mais attends, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais pourquoi il fait ça? Mais je ne comprends pas. Voilà. Alors, je crois que je me suis trop pris la tête. Non, mais moi, personnellement, enfin, en plus, bon, j'avoue que le début, j'ai un peu décroché, mais les méchants, j'ai toujours pas compris pourquoi ils étaient méchants, en fait. Moi non plus. Enfin, ça me fait Et plaisir parce que pourquoi j'avais l'impression de rien comprendre. Alors, les méchants... Et en les parlant méchants- avec vous, du coup, je comprends que je suis pas le seul à rien Non, mais comprendre. j'avais l'impression de regarder la pub pour l'Orangina Rouge. Mais pourquoi il est méchant? Mais parce que... Non, alors, les méchants, ils sont méchants, ils font des trucs de méchants, et ils font aussi des trucs de... Ah, ça, ils sont... un peu il y a un peu des ripoux dedans. Ils font des gros yeux. Ça, c'est Ils ça, ont c'est un bien. chien. Et surtout, ils ont aucune confiance, enfin machin. T'es un flippé, t'as pas osé machin. Apparemment, Et ils en veulent donc au détective David Nash, qui est donc ce gars donc, qui a perdu son fils et qui a un super robot, voilà machin. Ça on l'a retenu. Mais c'est vrai que en fait, ça prend 1h30 pour faire plein de choses. Ça les fait de façon complètement décousue, de façon très lente, et surtout, on essaie de t'installer un truc façon Highlander, voilà, façon Blade Runner, Highlander avec le truc qui vient du passé, que son fils, en fait, il vit toujours un petit peu quelque part, il observe, enfin, il y a des trucs un peu mystérieux, mystiques là-dedans, enfin, ils veulent en faire plein, mais plein, mais rien de tout à fait Bah, le abouti. problème, c'est que c'est sûr que si ça devait être développé derrière, il manque un truc, quoi. Donc, on aurait peut-être appris pourquoi ces gens lui en voulaient, pourquoi les méchants étaient méchants. Ouais. Parce qu'ils sont méchants! Non, Ouais, mais mais- même le guide, enfin, c'est Oui, le tellement guide, bah, tiré par ouais. les cheveux. Mais moi, je l'aimais bien, Même c'était là. marrant. Moi, c'est un personnage. Oui. Ouais, c'est un personnage qui m'a fait penser au. Je sais pas si vous avez vu la série animée Spawn, Ouais. où Ouais. le diable est en fait représenté par un espèce de mec un peu chelou qui arrive comme ça tout le temps et tout, et ça m'a fait penser un peu à ce qui aide un peu Spawn, et qui l'aide et qui l'aide pas. Enfin, c'est un personnage où on sait jamais trop qui il est, ce qu'il fait, et du coup le guide c'était un peu ça m'a fait penser un peu à ça, quoi. C'est ça, c'est plein de trucs qui ont l'air mystérieux comme ça, mais globalement, à part te perdre un peu, Ah mais complètement. Mais dans Spawn, au début, on comprend pas ce que vient foutre le gars là, ce que vient comme le vieux. Il y a un vieux aussi qui le Il y a toujours un vieux. Et c'est pareil, on sait pas. Mais comme il y a les épisodes, derrière, bah on finit par comprendre ce qui se passe. Donc là, Mais alors, Effectivement. ce qui est bien, c'est que vu que de toute façon il n'y aura jamais de suite, bah, l'épisode il se regarde bien tout seul en fait, parce que finalement il y a quand même une fin, plus ou moins. ouais. Et on est repu à la fin. Donc, ouais, ils auraient dû plutôt en faire un téléfilm directement, plutôt que de le vendre comme une série, hein, ça se tenait. Ouais, c'est ça. Ben, bon, voilà, même en téléfilm, il y a quand même pas mal de choses à revoir, parce que t'es tellement paumé à la fin que tout ce que t'as retenu, c'est il y a un gros dragon.
Dinosaure Dragon. Et il crache du feu. Et il crache du feu, et c'est Des cool. voitures. Et surtout, j'ai retenu un truc, c'est que ce David Nash, il aime bien parler comme dans un film noir. Un film Ouais, détective des années avec la petite 50. voix off et tout. Ouais, C'est totalement, c'est totalement le film noir, quoi, avec le jazz, ouais. tout le début, avec la fumée dans les rues, machin, la voix off. On est carrément dans le film En fait, noir, quoi. il y a plein d'influences, enfin, Mais d'inspiration énormément. partout, mais il n'y a qui vont rien pas qui va ensemble. ensemble, en fait. C'est Ouais, c'est ça, c'est un peu ça, ouais. C'est vraiment ça. Alors, oui, moi Alors- j'aimerais bien faire un film, un truc façon film noir, détective machin, années 50, mais dans le futur. Ok. Mais Highlander. Pour le coup, je reviens à Spawn. C'était un peu le même, le même, la même atmosphère, mais en plus réussi, quoi. Oui, bah Et oui. Avec un. je pense c'est un espèce de mélange de Spawn et d'Highlander, quoi. Ouais, un bah truc, ouais. Et mec globalement, élu. moi, ce qui m'a déçu le plus là-dedans, c'est que ça se prenait trop au sérieux. Ouais, c'est ça. Parce que j'aurais accepté un truc un peu con avec une mythologie un peu pétée Ouais, mais pas- et un robot, que ça me dérange pas. Mais là, il se prenait Mais pour en- qui? Mais en fait, ça se prend au sérieux parce que le sujet est sérieux. En fait, enfin, il l'appuie trop et tout, mais je trouvais qu'au départ, l'idée du rêve qui se transforme en réalité, machin et tout, il y avait un truc intéressant quand même à la Ouais. base et qui était difficilement faisable en nanar, en fait. Il y a, la psychologie en nanar, ça marche pas, quoi. Donc, il faut faire vraiment du bête et méchant si on veut faire du nanar. Donc là, à partir du moment où ils partent sur quelque chose de psychologique, tu es obligé forcément d'être un petit peu sérieux. Et effectivement, comme c'est fait avec un bulldozer, c'est complètement con. Mais le postulat de base de se dire, tiens, il y a la réalité. On peut transformer la réalité en fonction de ses rêves et des trucs et tout, c'est intéressant, je trouve. Mais c'est très très mal exploité après. Ouais. Après, pour les méchants en soi, quand on essaie de lire un petit peu le truc, on sait que ils ont un rapport avec la mort du fils et que c'est de la vengeance et machin, enfin bref. Mais c'est vrai que s'il y a que si tu fais pause de temps en temps dessus, tu vas chercher un petit peu sur internet, que tu finis par comprendre des trucs et faire ah ouais, j'ai un peu raccroché les wagons, mais sinon c'est vrai pourquoi, et c'est une espèce de mafia et des ripoux. Et puis pourquoi leur repère, c'est la cave du maître dans Buffy? Oui, c'est une cave avec des chandelles. Vous avez un building et vous n'êtes pas caché. Parce Pourquoi? que ça fait peur, quoi. Non mais Ça fait méchant. le patron a un chihuahua. Oui. Ah bah ça c'est le James Bond, ça c'est il est Il parle génial. avec une voix C'est hyper aiguë. Spectre. C'est Mais le oui, Spectre mais ça de James Bond, mais version avec Chihuahua et la gueule du pingouin, quoi. Donc Ah oui, mais j'ai tellement pensé au pingouin, c'est Ouais, vrai. c'est ça. Et bon, par le contre, gars est derrière mythique quand même. Hein. ouais. Par contre, derrière tout ça, il faut savoir que c'est une série quand même où ils en attendaient beaucoup parce que c'était un peu le côté high concept pour l'époque. Il y a aussi des personnes qui étaient derrière qui avaient quand même un beau pédigré, hein, Code Quantum, La Loi de Los Angeles, ce genre de choses. Donc, mais non. Mais c'est pas Code Quantum. Mais là, t'as beau avoir des noms derrière, si tu mets tout ton argent n'importe comment et dans des idées qui vont dans tous les sens, eh ben, ça ne donne pas un bon résultat. Et ça donne Steel Justice, que vous pouvez voir facilement sur YouTube. Et je vous conseille de le regarder avec des sous-titres générés automatiquement par YouTube. C'est encore merveilleux. Surtout au début où tu as le truc entre crochets qui te dit musique, puis en dessous, applause. Alors, où il a entendu des applaudissements, j'en sais rien. Puis parfois il y avait des mots que Davy, donc le nom du gosse devenait David, Davies, ou je sais plus, Deis. Enfin, quand tu connais pas un peu l'anglais et que tu essaies de suivre avec ça, c'est impossible. C'est un tout autre film. Un tout autre film, vraiment. Bref, on l'a fait, c'est bon, on peut le mettre de côté On le celui-là. refera pas. On ne le refera pas, on risque d'avoir des choses pires. On n'en sait rien. Non, s'il te plaît. Il faut juste espérer Faisais des pas choses plus courtes.
Et d'ailleurs, vous savez donc que dans ma fameuse playlist que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist qui s'appelle Unsold Pilots. Dedans, c'est vrai qu'il y a de temps en temps des pilotes de séries qui existent ou qui ont existé mais qui n'ont pas été pris tels quels. Donc voilà, c'est parfois un peu large là-dedans. Ou parfois des séries qui sont très très vite mortes nées. Il y en a pour 263 vidéos. Hein, à peu près. Je vois qu'il y a eu 115 vues dessus, donc bande de petits coquins, vous ne l'avez jamais dit. C'est le genre de chose qui fait plus de vues que toutes mes vidéos. C'est pas moi. Et dedans, donc il y a deux choix. Soit vous me laissez choisir, et puis c'est bon, soit vous me donnez un chiffre entre 1 et 263. Je sais pas, Tu peux t'avais pas l'air t'en d'avoir donner ta 2 ou petite 3 comme idée. ça, faut choisir entre les 2 et 3. De quoi? Tu veux pas que genre on choisisse 2-3 chiffres et on choisit dans les 2-3 chiffres après? Ouais, mais voilà, chacun me donne un chiffre entre 1 et 263, et puis moi je vais regarder ça. Et on le fait maintenant en live. Allez, 74. 74, je vais dessus. D'accord. 270, ah non, 12. 200, donc 12. Donc 12, 74. 12, ah! Ça commence à devenir intéressant, dis donc. Olivier? On va tomber sur le chemin. 5. 5. Qu'est-ce que c'est le 5? T'as échappé de très peu à un truc horrible. Surtout, c'est peut-être horrible aussi, ça, mais celui qui était juste en dessous, c'était... Ok, donc on a 5, 12 et 74. Et on va demander à Random de choisir. Parce que comme ça... Hop. Je pense que lui peut le faire. Hop, choisis-le. Et c'est le 12. Le 12, je remonte dessus. Donc c'est ma faute en fait si on en fait Ouais, plus. après on va c'est tous ça. s'en vouloir. Le 12, c'est un truc qui a eu un film, qui a eu ça a été dans le SNL aussi. Ok. C'est Pas trop c'est mal. le pilote de la série animée abandonnée de 1983 de Coneheads. Ok. Voilà, quelqu'un tape ce que c'est Coneheads. Dan Aykroyd, entre autres. Voilà. Donc voilà, ça dure 24 minutes, donc ça va. Ouais, Ça ça va. sonne pas mal tout ça quand même. Ça peut. Coneheads, c'est spécial. C'est vraiment spécial. Oh, mais Dan Aykroyd, ça me fait plaisir. Voilà. D'accord, je vois ce que c'est. Maintenant, vous voyez ce que c'est? Eh ben, Oui, c'est je ça vois pour très la... bien ce que c'est, Coneheads. Mais Ça va faire des cauchemars. Ouais, ils ont des. Moi, Les ça me- extraterrestres avec une fait tête froid dans le dos, forme de- mais. Ouais, ouais. Et la série animée, ils font bien peur quand Et même. animé, ça peut être pas mal. Ouais. Mm. Donc là, c'est un pilote de 83. Et Voilà. c'est animé comment? C'est animé en stop motion ou. Non, c'est un dessin animé. Dessin animé. Ah ouais. Un peu façon Scooby-Doo. Dans le style. Un peu un Hanna-Barbera dans quelques... Ouais, dans le style. Je vous filerai ça dure 24 minutes. D'accord. Cool. Ça va, c'est pas une heure. Et vous avez... D'ailleurs, Vous Dan voulez savoir à quoi Aykroyd, vous avez il jouait échappé? dans le film, je crois, non? Oui, mais c'est une création du... En fait, c'est des sketchs qu'il y avait dans le Saturday Night Live qu'ils ont fait en film. Et c'est une des Ah. créations de Dan Aykroyd, ouais. Et il jouait dedans en tant que le père. Alors, vous avez échappé, pour cette fois-ci, à un truc qui s'appelle Mabel and Max. Voilà, une comédie de 1987. Et quand j'ai dit que vous avez échappé encore pire, il y avait aussi l'île de la petite sirène. Où là, tu Ah as ça me parle. Ouais, sauf que ce sont des vrais acteurs et des personnes déguisées. Et Oh non. donc, Est-ce que ça peut être... Franchement, ça se trouve, c'est pas pire que 4. Ça. Ah ben non, mais par contre, c'est une émission façon L'île aux enfants. Oh non. Ah. Et Oh, ça va être 74, dérangeant, ça. 74 c'était un pilote de 2006 Ouais. qui s'appelle Our 30s, donc notre trentaine. Voilà, petite musique un peu sympa. Je vais pas me faire striker. Ou ben voilà, c'est juste une bande d'amis qui fêtent leurs 30 ans et puis la vie de ce que c'est à 30 ans. Donc c'est le pitch le plus basique possible. Bon, on va passer directement aux recommandations et on verra donc Coneheads dans 2 semaines. Et hop, il est où?
Dans les recommandations, alors, je sais pas si je suis le seul à avoir regardé Mythic Quest Raven's Banquet. Alors, je l'ai pas encore regardé, mais j'ai très envie de le regarder. Moi, je l'ai pas vu encore non plus. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il faut savoir que il y a déjà un petit moment, donc les créateurs de It's Always Sunny in Philadelphia, meilleure comédie qui dure encore maintenant, meilleure comédie que quasiment personne ici ne regarde, et c'est bien dommage. Donc une création de Charlie Day, Rob McElhenney, et donc ici aussi... J'en ai vu pas mal, mais j'ai pas réussi à rattraper tout. Ouais, bah, il y a 14 saisons, donc... Bah ouais, j'en avais vu pas mal pour Series, mais mm. il y a un moment donné où j'ai pas réussi à... Pas réussi à regarder ou à accrocher? Non, j'aimais beaucoup, mais c'est Ah oui. juste qu'il y avait trop Bah oui. d'épisodes, quoi. C'est sûr que... Je m'y remettrai un jour, tu vois, je continue. Et pour l'instant, elle est toujours d'actualité. Et donc là, c'est une série qui est sur Apple TV+, mais il faut savoir que derrière tout ça, c'est Ubisoft, donc célèbre éditeur, développeur de jeux vidéo, qui avait justement approché en fait et avait proposé à Rob McElhenney de venir voir ce qu'était la vie dans un studio de jeux vidéo pour voir s'il pouvait faire quelque chose avec ça. Parce qu'en fait, il voulait justement créer une série un peu dans l'univers. Et donc, après regarder des interviews justement du créateur, enfin du co-créateur, il a rencontré un autre personnage qui est bien bien réel, lui. Personnage qui a inspiré justement le personnage principal de la série, donc Mythic Quest. Où il est, voilà, mon anglais, qui s'appelle Jason Vandenberg, qui est en fait le creative director de For Honor. Voilà, un jeu avec des chevaliers, faut se frapper dessus. Donc un jeu assez... Non mais franchement, un jeu très, très très cool. Mais le personnage en lui-même, regardez un peu ses présentations, il se balade toujours avec une canne, il a une longue barbe, des longs cheveux, voilà, il a beaucoup de collections d'épées, donc il est vraiment à fond dedans. Et il l'a rencontré, et là il s'est dit, punaise les gars, on a un truc, ces gens ils sont loin, ils sont très très loin, il faut qu'on fasse une série là-dessus. Et donc, ils en ont fait une, qui a maintenant, je crois, c'est 9 épisodes sur Apple TV+. Eh bien, imaginez l'enfant, pas vraiment bâtard, parce que moi j'ai trouvé ça de très très bonne qualité, même si on aura un côté familier. C'est un mélange de Silicon Valley, un peu de Community, un peu de VIP, et une touche un peu plus légère que sur FXX, parce qu'on est sur Apple TV+, donc je pense qu'ils sont un peu... je sais pas s'ils ont vraiment toute la liberté qu'ils veulent, et une touche de It's Always Sunny in Philadelphia. Et ça nous parle justement, voilà... T'en vois du jour là, quand même. Hein. Oui, ça nous parle donc d'une boîte qui crée un MMORPG qui s'appelle Mythic Quest, et ils veulent sortir la nouvelle extension qui s'appelle Raven's Banquet. Et d'ailleurs, dans une des interviews, ils disaient, on s'est dit on va faire un nom super long, ça va être ridicule, et de toute façon, on avait déjà vendu It's Always Sunny in Philadelphia, qui est un nom très nul, donc on a continué à le faire. Ce qui en soi est vrai, même si, quand on connaît un peu le monde du jeu vidéo, c'est le genre de titre qu'on pourrait voir sans problème dans les étals, mais vraiment. Mais tellement. Mais vraiment. Et donc lui, il joue le rôle de Ian Grimm, qui est aussi un creative director. Et là, on sent qu'il a étudié Jason Vandenberg. Il essaie vraiment de se mettre en avant. C'est lui le créateur, c'est lui qui fait tout. Et il est aidé par une équipe qui est plus ou moins paumée et qui essaie de le suivre. Avec donc on voit dans l'équipe, il y a des testeurs du jeu, il y a la responsable, le community manager qui est là, il y a aussi le producteur exécutif, on a un spécialiste, c'est Danny Puddy qui joue le rôle du gars qui s'occupe de la monétisation, hein, d'essayer de vendre des loot box dans tous les sens. On a aussi Murray Abraham qui joue C.W. Longbottom, qui est en fait le gars qui écrit toutes les histoires mais qui ne joue jamais, qui boit tout le temps et apparemment il vit même dans le studio mais il le dit pas. On a vraiment beaucoup de monde un peu dans tous les sens, et
pour connaître un peu le milieu, pour voir où ils ont été chercher les inspirations, c'est très très proche. Très très proche de la réalité pour beaucoup de choses. On va te chercher des youtubeurs, on va te chercher la relation entre les développeurs et les youtubeurs pour faire vendre leur jeu, la concurrence, le souci d'avoir un jeu où il y a plein de communautés, et notamment, tiens, on se rend compte que sur Kotaku, ils ont fait un article sur nous parce qu'on est le premier jeu avec la première communauté nazie du monde. Et là, il y a tout un épisode là-dessus sur comment on fait pour s'en sortir avec ce problème-là, parce que c'est pas très très cool. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Le premier épisode est peut-être celui qui est le plus, entre guillemets, faible, parce qu'ils mettent en place les personnes et les personnages. Et moi, ça a été ils ont été très vite attachants. J'ai très vite rigolé parce que justement, peut-être parce que j'avais des références en plus, un peu comme quand on regarde Silicon Valley. Si on connaît un peu le monde de la Silicon Valley ou des startups et ce genre de choses, on finit par rigoler aussi parce que c'est quand même très juste. Sauf que là, on a beaucoup moins de cynisme, ou alors si on en a, c'est caché sous des blagues très simples d'accès. Hein, on a des blagues sur justement le problème du sexisme, on a des blagues avec le community management, où la fille elle est dans une cave tellement profonde en fait que quand on descend avec l'ascenseur, on a des bouchons dans les oreilles. Et elle passe son temps à cacher les choses, les insultes, les pénis sur les forums, ça. Ce qui est cool avec les mails, c'est que maintenant on peut tout détecter très vite, mais bon, il y a des gens qui écrivent encore de façon manuscrite et je suis obligé de le faire moi-même. Donc, puis surtout, il y a une phrase qui m'a fait énormément rire. C'est, voilà, moi je suis là pour prendre les doléances des joueurs, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, et des choses qu'ils n'aiment pas, il y en a beaucoup, on se demande toujours pourquoi ils continuent à jouer à notre jeu. Voilà, c'est vraiment plein de trucs très justes, très drôles, parfois des blagues potages, parfois des blagues à plusieurs tiroirs. Franchement, c'est une série qui, le premier épisode peut être un peu, on sent le côté un peu déjà vu, peut-être un peu réchauffé, mais très vite, dès le deuxième, troisième épisode, on est parti dans quelque chose qui va aller creuser beaucoup plus. Et franchement, là, c'est juste un délice de 30 minutes l'épisode fois 9. Voilà, que j'ai quasiment binge-watché. Juste tellement j'avais accroché, quoi. Ça donne envie. Voilà, en tout cas, il se peut, hein, j'ai vu qu'il y a des personnes qui n'étaient pas non plus à fond dedans ou qui trouvaient ça... comme Always Sunny in Philadelphia, il y a des gens qui restent à la porte. Ouais, voilà, qui trouvaient ça trop caricatural. Silicon Valley, il y en a qui l'ont trouvé aussi comme ça. Ça reste des comédies, quand même. Ça reste de la comédie, c'est vrai qu'ils vont jouer sur la caricature, mais en fait, il faut savoir qu'il y a plein de trucs où, globalement... ils sont pas très très loin de la vérité et ils ont juste rajouté le petit côté goofy en plus, histoire de désamorcer, mais et parfois des comportements qui sont tellement vrais. Une des premières vidéos qu'on voit, c'est la vidéo du jeu où on voit le creative director qui se met en avant, il finit même torse nu avec une épée, et on se dit mais c'est quoi, c'est une vidéo, mais ça c'est une vidéo pour le jeu. T'es sûr que c'est pour le jeu ou c'est pour te vendre toi? Et quand on sait que le gars dont il s'inspire après on le trouve d'ailleurs sur Netflix, après son jeu, il a fait un behind the scene, un post-mortem en vidéo, et qui se met beaucoup en avant, plus que son jeu d'ailleurs. C'est voilà, ça c'est tellement vrai, tellement proche de ce que peuvent avoir comme ego certains directeurs créatifs que c'en est juste savoureux. Et puis les acteurs sont tous très très bons. Rob McElhenney, moi je l'adore dans It's Always Sunny, mais alors là, Danny Pudi, ça faisait plaisir de le revoir dans quelque chose de ce style-là, vraiment drôle. Et puis surtout, il y a des acteurs comme David Hornsby, que l'on voit pas beaucoup, mais c'est un bon pote justement de la bande à It's Always Sunny Philadelphia, qui lui il est tellement peu utilisé que ça fait plaisir dès qu'on le voit un peu à l'écran, quoi. Donc moi je vous le conseille, mais vraiment à fond, d'autant plus que la première saison est déjà disponible sur Apple TV+. Voilà, depuis le 7 février, j'ai oublié de le dire. Je sais pas, non, ça va? J'ai tout dit, je pense. Oui. Donc c'était très Après, ça donne envie de le regarder.
Oui, ça donne envie. J'espère juste que je l'ai pas trop survendu, mais moi j'ai vraiment bien kiffé, et pourtant j'avais peur, parce que je me dis, connaissant bien l'univers, je sens que je vais avoir le côté de ouais mais non, ça c'est trop de la caricature. J'en ai vu des films et des trucs qui parlaient de jeux vidéo et qui n'en parlaient jamais très bien. Là, il y a des références et même des vidéos de références dedans. À un moment donné, il y a le gars qui est donc le head writer, donc qui est là pour écrire le scénario, le backstory, tout ça, qui dit ouais, moi je joue pas au jeu parce que moi c'est l'histoire avant tout, c'est les scènes cinématiques, les cutscenes qui sont bien, et puis la game tester qui est là, qui dit ben non, moi c'est le gameplay qui est bien, je vais vous faire essayer. Et puis en fait, on finit par regarder plein de trucs, on les voit en train de pleurer devant une scène où on voit clairement que c'est Red Dead Redemption 2. Et il le dit d'ailleurs que c'est Red Dead Redemption 2. Et alors il dit oh, ouais, c'est vrai que le scénario c'est quand même très important, ça fait pleurer. Et puis alors, et c'est de vous ça? C'est dans notre jeu ça? Ben non, ça c'est Red Dead Redemption. Ah, et celui d'avant c'était nous? Ben non, c'était Assassin's Creed. Et celui d'avant, ben, c'était The Last of Us. Et il n'y a rien à vous là-dedans. Ah non, je suis pas assez bon. Je suis pas assez bon, voilà. Et puis ça c'est juste parfait, savoureux. Mais c'est vrai que je peux comprendre que si on n'a pas toutes les références, on n'aura pas le même niveau de lecture et de rire. Voilà. On va passer à la suite avec, mais justement, du Netflix. Oui. Mathieu, Lock and Key. Lock and Key. Donc je vais vous parler de cette série Netflix qui est sortie vendredi dernier, si je dis pas de bêtises, ou il y a une semaine de plus peut-être. Ouais, une semaine de plus. Alors, comment je peux vous en parler? Parce que quand j'ai vu la série, je l'ai trouvée hyper sympa. Et ça fait 2-3 jours que je l'ai terminée, et mon avis c'est un peu terni. Je sais pas si ça se dit. Oui, ça se dit? Bon, bah tant mieux. Bonne pioche. C'est un peu terni, mais elle est quand même très sympa. Donc je vais commencer par les points positifs, mais avant, de quoi ça parle, Lock and Key? Alors c'est une série qui est adaptée de comics. Je ne sais plus l'auteur, je suis désolé. Et ça raconte l'histoire d'une famille dont le père est mort au début, on ne sait pas pourquoi, dans des circonstances un peu étranges, et qui vont déménager dans la maison d'enfance du paternel. Et dans cette maison, il se passe des trucs très bizarres, notamment qu'il y a des clés un peu partout cachées dans la maison, et chaque clé a un pouvoir différent. Et donc les enfants vont se mettre en quête, premièrement de chercher la vérité sur leur père, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, pourquoi est-ce qu'il est mort, pourquoi on l'a tué, et puis aussi de pourquoi il y a des clés cachées partout dans la maison et quels sont leurs pouvoirs. Voilà, je vous en dirai pas plus. Ok, et alors par contre pour rapport au nom, donc c'est Joe Hill et Gabriel Rodriguez qui sont derrière. Joe Hill, c'est le fils de Stephen King. Pardon? Joe Hill, c'est le fils de Stephen King, c'est pour ça que c'est vachement bien. Oui, la BD. Bah, voilà, ça se sent. Et derrière derrière la série, c'est Carlton Cuse. Voilà. Et qui c'est? Je peux pas t'aider. Tu sais pas qui est Carlton Cuse? Bah, je suis désolé. Tu me donnes des éléments. Vas-y, balance sa bio. Et je te ferai. Bah, il a un petit peu du Lost. Ah! Il a un petit peu du Bates Motel. Nash Bridges aussi, pourquoi pas. Voilà, il y a eu pas mal de petits trucs comme ça. Je pense que. Carlton Oui, c'est bon, Cuse, ça voilà. va. Ça a pas beaucoup marché. On aurait pu les mettre dans les RN Pilot ou un truc comme ça. Ouais, non, il y a des trucs qu'on a déjà regardé de lui qui ont pas trop marché, genre, et qui franchement sont sympas. Briscoe County Jr., bon, bah, voilà, c'est lui, dont on a déjà parlé il y a bien longtemps. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qui est vraiment très sympa dans cette série? Bah, d'abord, l'histoire, la mythologie, les mystères, l'ambiance, enfin, tout ce qui englobe la série, c'est vraiment intéressant, c'est super sympa à regarder, c'est très bien fait. On est émerveillé dès le premier épisode avec d'être dans cette vieille maison avec ses clés toutes différentes qui sont très bien faites. Et puis ça s'inspire du coup, vu que c'est basé sur une BD, ça aide d'avoir déjà une bible, des visuels. Moi, j'ai pas lu les BD, donc je peux pas vous dire si c'est bien adapté, etc. J'ai juste regardé vite fait les images avant de venir. Et donc ça, c'était vraiment sympa à regarder. Après, pour ce qui est des personnages, j'ai vu pas mal de gens qui ont dit qu'ils étaient insupportables ou les acteurs jouaient mal. Je suis pas d'accord. Dans le premier épisode, c'est vrai qu'il y en a certains qui sont un peu en dessous, mais d'une manière générale, ils se révèlent assez vite. On s'attache vraiment à eux. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'est avant tout un drame. C'est sur du fond de dark fantasy, mais c'est avant tout un drame familial.
et les liens entre les personnages sont vraiment exploités. Ils sont proches, même s'ils se disputent, ils se soutiennent. Et c'est beau de voir une famille unie comme ça. Ils ont tous leur rôle et pour une fois qu'ils se gueulent pas dessus et qu'ils essayent pas de s'entretuer, c'est pas mal. Moi, j'aime bien aussi de temps en temps des petites familles mignonnes. Après, pour vous donner un petit exemple d'acteurs qui sont très bien, on a Jackson Robert Scott. Et qui est Jackson Robert Scott? Eh bien, il joue Bodylock et vous avez pu le voir en tant que Georgie dans les remakes de ça. Donc, il m'a fait un petit peu peur, mais il est très mignon dedans. Il peut faire aussi des rôles mignons, finalement. Qu'est-ce qui est encore bien dedans? C'est que chacun peut se retrouver dans cette série parce qu'elle explore plein de genres différents. Elle va du coup aller, comme je l'ai dit précédemment, dans le drame familial, mais il y a de l'humour, il y a du teen show, il y a de la romance, de la dark fantasy, du mystère et même de l'horreur. Donc, c'est vraiment une série Netflix qui coche toutes les cases, qui essaye de toucher un maximum de personnes. Et son but principal, c'est avant tout de vous donner un bon divertissement. Et moi, quand j'étais devant la série, je me suis jamais ennuyé et j'ai toujours passé un très bon moment. Et chaque épisode me donnait envie de voir le suivant. Donc, pour moi, c'est une série très efficace et qui fonctionne. Après, ça fait 2-3 jours que je l'ai fini et j'ai des petits points négatifs qui sont remontés. Ouais. Notamment, justement, le fait qu'elle multiplie les genres et que du coup, elle s'éparpille trop. Parce que je me suis dit, est-ce que je la montre à ma sœur? Bah, parce que c'est quand même une série qui montre une famille, donc ça pourrait être une série pour 12-14 ans. Bah, en fait, non. Parce qu'il y a certaines scènes qui sont vachement violentes. Du coup, on passe plus sur de The Hunting. Et puis, en fait, non. C'est pas vraiment pour les adultes, parce qu'il y a quand même des romances de triangle amoureux pour enfants pas très intéressantes. Et du coup, on sait jamais vraiment ce que la série, à qui elle veut s'adresser, qu'est-ce qu'elle veut nous dire. Et j'ai trouvé ça dérangeant, parce que je me suis dit, est-ce qu'on fait du The Hunting? Est-ce qu'on fait des Orphelins Baudelaire? Est-ce qu'on fait du Sabrina? Je sais pas. Je sais toujours pas. Donc, ils ont voulu toucher tout le monde, et c'est l'un des plus gros problèmes de la série, c'est qu'on sait pas vraiment à qui elle s'adresse. Ouais. Et puis, c'est en m'informant un peu sur le matériel d'origine, la série est assez édulcorée, ça se voit, parce que quand on regarde les dessins, comme tu l'as dit, Elodie, c'est le fils de Stephen King qu'elle a écrit, donc il y a un petit peu de génétique là-dedans, de faire du mal aux enfants, il connaît un petit peu. Et là, à part une ou deux scènes, les enfants, ça va, hein, ils se mettent dans des situations pas possibles, mais ils s'en sortent bien à chaque fois. Donc du coup, ça, c'est un peu décevant que ça soit vraiment du tout public et que ça soit édulcoré. Le comics, à la base, il est hyper dur. Hein. Ah oui, voilà, c'est un comics d'horreur. Voilà, c'est un comics d'horreur. Et là, j'ai regardé des interviews des scénaristes qui ont quand même bossé avec l'écrivain. Hein, donc, il y a les accords, etc. Ils ont bossé ensemble. Mais ils ont dit qu'ils partaient plus dans la dark fantasy que l'horreur. Et moi, en tant que public adulte, du coup, ça m'a moins intéressé. Parce que chaque fois qu'il y avait un petit peu d'horreur, j'étais en mode « Ah, ça devient intéressant ». Et en fait, non, ça repartait sur la dark fantasy. Ou alors, d'une scène à l'autre, on passait sur l'ado chiante qui a des problèmes avec son mec. Enfin, du coup, ça, c'est vraiment décevant. Mais le positif, pour moi, reste en marge, en majorité. Et vu qu'il y a encore les comics derrière, j'espère que la série va plus partir par la suite vers l'horreur maintenant que le public est habitué au style. Et qu'elle va exploiter le potentiel de la BD à fond, vu que la série a été renouvelée. Voilà. Ouais, alors c'est une série surtout qu'il faut savoir qu'il y a quand même une gestation plutôt compliquée. Hein. Oui. Parce que ça fait déjà 10 ans que... Après une nouvelle série, etc. Enfin, c'est le premier truc qui sort. C'était sur Fox au départ, par une toute autre équipe. Puis après, on a parlé, ouais, c'est ça, d'une trilogie de films. Puis après la série. Pardon ? Ça fait 9 ans, je crois qu'elle est en gestation. 10 ans, 2010. 10 ans. Ouais. Ouais. Et le pilote n'a pas été autorisé à la diffusion sur Fox. Ça a été montré par contre au Comic-Con à San Diego. Voilà, puis bon, c'était Hulu jusqu'en 2018, et puis maintenant Netflix, quoi. C'est pas simple, hein, quand même. Ah ouais, un dernier petit détail, par exemple, pour illustrer mon propos, c'est le choix des musiques. Je ne comprends pas. Justement, pour vous montrer que c'est aussi fait pour les ados, c'est qu'on a du coup du Billie Eilish, des musiques très pop actuelles. Donc, ok, la série se passe en 2020, il n'y a pas de problème. Sauf qu'on est dans une vieille maison, avec une vieille mythologie, etc.
un petit écho années 80 à Stranger Things. Et du coup, quand on a ces musiques sur les scènes, ça passe absolument pas. Ouais. Et je me dis, mais décidez-vous en fait. Soit vous choisissez un public, soit l'autre. Et c'est vraiment le plus gros problème de la Ah série. non, mais justement, ils ont choisi Netflix, ils sont en train de choisir petit à petit leur public, c'est-à-dire que maintenant, tout tourne autour de l'adolescence. C'est clair et net maintenant. Là, il y a une nouvelle série qui va sortir le 26 février. C'est encore des ados, c'est encore par les mecs de Stranger Things. C'est encore clairement, on a l'impression que c'est les ados qui payent l'abonnement Netflix, quoi. Donc, Ouais, quasiment. Mais hein. Il est par payé pas, exemple, si tu ouais, mais regardes. moi, je suis pas un ado. Oui, mais par exemple, si tu regardes, c'est pas pour ado, mais Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire dont j'ai parlé tout à l'heure, Oh, il y a un c'est une côté série ado, quand même. jeunesse. C'est une série jeunesse. Oui, mais il y a Ma- une époque, Netflix qui faisait certaines choses. Elle est révolue. Ils ont vu que Oui, c'est Sex Ah oui, Education ça marche, Stranger Things ça marche, Clairement. etc., etc. Ils se sont dit ok, on reste dans ce créneau-là. Et Mais puis en c'est fait, tout. le problème, c'est que j'aimerais bien savoir comment après ils travaillent avec les sociétés de production, parce que le problème, c'est que j'ai l'impression, c'est ce que je disais sur Sex Education aujourd'hui, c'est que dès qu'ils arrivaient à arrêter de parler l'ado et qu'ils rentraient dans des considérations un peu plus profondes, la série était vachement intéressante. Ouais. Mais là, c'est Là, bien, c'est hein. ce que tu dis sur Lock and Key, que j'ai pas encore vu, mais c'est que dès qu'en gros il parle ado, Ah, c'est vraiment chiant quand ça parle ado. c'est C'est chiant. vraiment. Et puis c'est, Et par quand ça exemple, s'adresse aux adultes, c'est plus intéressant. ouais. Et puis et quand il faisait The Haunting of Hill House, qui s'adressait plutôt à un public adulte, ça fonctionnait, mais clairement, Et je pense puis, que il et vise puis le public. The Hunting of Hill House, il y a des Il, ados qui regardent, il, donc ça pose pas de problème en soi. il vise il vise le public du futur, quoi. Ils ont. Et par exemple, en plus que pourquoi ça marche pas le genre série d'ado dans la série, il y a plusieurs scènes qui se passent au lycée. Et juste il y a quelques mois, on avait des Euphoria, des trucs comme ça. Et là, on a une scène où je vais pas donner trop de détails Mais pour c'est spoiler. HBO, Euphoria. Oui, mais là, par exemple, il y a, ou alors on a, par exemple sur Netflix, on a eu Sex Education, qui parle vraiment bien de la sexualité, des rapports entre les adolescents. Mhm. Ouais, Et enfin, là, quand ils le font, ça dépend des moments. Ouais. oui, mais de manière générale, je veux dire. Et là, par exemple, on a une scène où elle a une clé qui permet de faire ce que tu veux à quelqu'un d'autre. Et du coup, il y a une ado qui l'a ridiculisée le matin. Du coup, elle va prendre la clé et elle va la faire danser sur la table et lui faire verser son repas sur la tête, etc. pendant au moins 3-4 minutes. Donc c'est hyper gênant. Et puis elle va vraiment au bout, quoi. Ça dure longtemps. Et c'est très très tard dans l'épisode où il y a juste son copain qui lui fait mais tu sais, c'est pas très bien, faut pas se venger, c'est pas gentil, vaut mieux être gentil. Mhm. Non. Enfin, faites les choses. Si vous voulez faire une série pour ados, faites les choses bien. Donc voilà, c'est le point négatif que je donne à la série. Mais après, en soi, on passe un très bon moment devant, il y a de l'action, c'est joli, c'est bien réalisé, le cast est sympa. Enfin, donc, moi, vu comment tu l'as descendu, j'ai pas envie de la regarder du tout. hein. Mais voilà, je voulais pas la descendre, je suis désolé Ouais, si je l'ai descendue, mais moi, j'ai je vais vraiment regarder passé un parce bon moment. que j'ai lu les comics et et c'est sur ma liste et je voudrais voir quelle tête ça a, mais Mais Voilà, si je voulais après, pas la... Je l'ai dit les il faut points se mettre dans négatifs. la tête que c'est une adaptation et que ça a été fait vraiment. Oui, c'est vraiment une adaptation, Il c'est faut- pas pareil, à mon avis. Mais tu vois, là, c'est marrant parce que j'avais tweeté justement sur ce côté un peu ado que prenait Netflix. Et quelqu'un vient de me dire qu'il trouvait que ça ressemblait de plus en plus à la CW, quoi. Donc, c'est Ouais. Mais clair, ça me fait peur. je suis désolé si j'ai descendu la série, je tenais à dire ce point négatif parce qu'il fait vraiment tâche. Mais après, si vous avez envie d'un divertissement vendredi soir, ça marche vraiment très bien. Moi, ce qui me dérange un peu dans ce que j'entends jusqu'à maintenant sans l'avoir vu, c'est que j'ai l'impression que finalement elle va passer aux oubliettes. On entendra parler quand il y aura la saison 2, mais globalement, Oui. dans 2 mois, plus personne s'en souviendra. Alors que le comics, toute personne qui a lu le comics s'en souvient encore, quoi. Mm. Donc, C'est un peu le problème des séries Netflix, de toute façon. Oui, C'est oui, mais vraiment ça, c'est pour...
Une fois qu'elle est sortie, que tout le monde en a parlé pendant une semaine, 2 semaines, et après c'est ah bah tiens. Et encore, j'ai l'impression même qu'on n'en parle plus non plus de ouf, quoi. Lock and Key, par exemple, aurait dû être une sortie un peu événementielle et tout. Et finalement, Non, il n'y a pas eu de promo. les gens ont même plus le temps d'en parler, en fait, tellement ça va vite, Voilà, c'est les ça. séries. Mm. À un moment donné, ils vont se prendre les pieds dans le tapis, quoi. Ouais, effectivement. Bon, Robosaurus, es-tu là? Oui, Robosaurus est là. Je ne Ex-Brick. crache pas de feu, moi. Tu devrais, c'est sympa. J'ai peur de me brûler. The Deadlands. Alors, de mon côté, j'ai regardé quelque chose qui n'a rien à voir. J'ai regardé The Deadlands. Je suis pas tout à fait à jour, mais j'ai regardé les 3 premiers épisodes, ce qui donne déjà un bon aperçu de la série. Ouais. Et donc, qu'est-ce que c'est The Deadlands? Eh ben, c'est un drama entre action et fantasy qui est adapté d'un film qui a le même nom et qui était sorti en 2014. C'est diffusé sur AMC et sur leur service de streaming Shudder. De quoi que ça parle? Eh ben, en fait, c'est basé sur la mythologie néo-zélandaise. Et on suit un personnage qui s'appelle Wakan Kurau. Et c'est un guerrier qui est mort au combat. Et sauf qu'en fait, les portes du monde des morts vont lui rester fermées. Et on va lui dire, ben non, 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 mon coco, tu vas d'abord redescendre sur Terre et puis tu vas un petit peu expier tes péchés parce que c'est pas joli, là. T'as tué quand même plein de gens. Ça va pas, ça. Ça gêne Pas un correct. peu, C'est pas gentil d'être méchant, c'est mieux d'être gentil. Voilà. Donc il retourne sur Terre et en même temps, de l'autre côté de la porte du royaume des morts, et ben en fait il y a une petite fuite, on va dire, et les morts reviennent sur Terre et c'est, on va dire, des zombies. C'est une grosse fuite quand même, là. Ouais, là faut appeler le un plombier. là. Ouais, c'est ça. Et donc en fait les zombies vont s'attaquer aux vivants, comme d'habitude uniquement la nuit. Mais là les zombies c'est différent de The Walking Dead, c'est aussi différent de Kingdom. Là les zombies c'est des zombies guerriers, donc ils courent, ils parlent et ils sont armés. Donc, un peu comme Land of the Dead de Romero. Ouais, c'est ça. voilà. C'est ça. Sauf que, à la différence, c'est que c'est pas, la série est pas du tout, enfin, pas du tout, un petit peu, mais c'est pas gore, quoi. Ouais. C'est pas centré là-dessus. Donc voilà. Donc les zombies vont débarquer dans une tribu, ils vont décimer quasiment tout le village, ils vont laisser que très peu de survivants, dont Mehe, qui est la fille du chef du village et qui va rencontrer donc du coup Wakano Kurau et qui vont tous les deux se mettre en quête du père de Mehe, qui a été emmené par les morts. Bon, autant vous dire que lui, il aura eu une courte apparition à l'écran. Et donc, tous les deux, ils vont faire équipe pour essayer de colmater la brèche, on va dire. Et c'est une série de quêtes et chacun ne va pas forcément faire confiance à l'autre puisque Wakano Kurau, en fait, il a la possibilité de faire des allées et venues dans le royaume des morts à travers des rêves, on va dire. Et donc, il parle avec sa mère là-haut, qui est pas la personne la plus sympathique au monde et qui, elle, veut qu'il tue Mehe pour faire plaisir aux dieux. Sauf que lui, il commence un peu à s'attacher à elle parce qu'elle est hyper badass et tout. Donc voilà, ils vont un peu se taper sur la gueule et elle a la possibilité de lui faire avoir des visions sur le futur. Et donc, il va y avoir un jeu là-dessus de lui faire avoir des visions, mais sans le contexte. Donc, c'est un peu trompeur. Pourquoi cette série est vachement bien? Eh bien, parce que déjà, c'est une série néo-zélandaise qu'on n'a pas l'habitude d'en voir par chez nous et que c'est hyper cool parce que ça nous fait découvrir une culture qu'on connaît pas forcément et qui est hyper intéressante. C'est vraiment basé sur la mythologie et sur ces peuples, donc on nous présente vraiment les croyances, on va dire la vie à l'époque. C'est pas hyper cliché en fait, c'est vraiment documenté et de toute façon la culture néo-zélandaise elle est vraiment très ancrée, même à notre époque moderne c'est tout ce qui est légende et tout, ça se transmet toujours. Au niveau du scénario, c'est vraiment une quête épique où on traverse la jungle, c'est hyper beau. Il y a des belles scènes de bagarre qui sont
pas trop sanglante finalement, donc ça se regarde facilement même pour les gens sensibles. C'est une quête de rédemption, c'est une quête de vengeance, il y a beaucoup de thèmes comme ça qui sont explorés. On n'a pas beaucoup de personnages, donc l'histoire est assez linéaire, c'est-à-dire qu'on va suivre nos 2 personnages principaux qui vont aller... c'est vraiment une quête, donc c'est un peu comme un jeu, ils vont trouver des PNJ sur le chemin, et puis chaque PNJ va leur donner une nouvelle information, ou alors ils vont devoir combattre un big boss et continuer leur chemin. Donc c'est sur ce modèle-là. Et surtout, les personnages sont hyper intéressants parce que d'un côté, on va avoir Wakano Kurao qui... C'est une bête, hein, clairement, physiquement, c'est un monstre de muscles. Mais en même temps, il est hyper drôle parce que il a un peu l'esprit d'un gamin. Il est hyper têtu, il est hyper sarcastique, il fait confiance à personne, et puis il est toujours en train de se moquer de tout le monde. Et en face de lui, on a Mehe qui est aussi hyper entêtée, mais pas de la même manière. C'est qu'elle a un but et elle va laisser personne se mettre sur son chemin. Elle est hyper badass. Au début, lui, il se fout de sa gueule parce que tu sais même pas te battre et tout. Puis finalement, elle casse les culs à tout le monde. Et c'est plus le côté, elle est maline, elle arrive à monter des plans pour tromper ses ennemis. Et puis après, on va avoir donc ce duo qui va faire face à des chefs de village un peu barbares, qui va faire face à des gangs de sorcières. Donc ouais, il y a aussi un petit côté mystique, mais c'est pas non plus... c'est pas de la fantaisie pure et dure avec, à un moment donné, on va avoir de la magie et tout ça. Ça reste très... magie, mais magie avec la nature, quoi. Finalement, on fait des décoctions et on empoisonne les gens, quoi. Il y a un petit côté quand même surnaturel avec les esprits de la forêt et tout ça, mais c'est pas cheap, c'est pas... C'est vraiment la fantaisie édulcorée. Donc ça passe même pour les gens qui sont pas forcément sensibles à ce style-là. Et au niveau de la réalisation, c'est hyper beau parce que bon, déjà c'est une belle vision de la Nouvelle-Zélande, hein, parce que c'est pas un pays qui est dégueulasse. Pour ceux qui ont regardé Into the Badlands, c'est un peu le même style de réalisation avec des très grands plans larges sur les paysages et avec tout ce qui va être mise en scène de combat. On retrouve un peu le même côté épique. Et puis voilà, je vous conseille beaucoup d'aller regarder The Deadlands. Je sais pas combien d'épisodes sont sortis parce que j'ai un petit peu de mal à les répertorier parce que sur Beta Série, il n'y a que le premier épisode de répertorié et pas la suite. Mais ça se trouve assez facilement quand même sur les internets de votre tonton d'Amérique. Donc allez regarder ça. Tonton de Nouvelle-Zélande. Oui, tonton Nouvelle-Zélande du coup. Bah oui, non, là, tu t'es trompé. Oh. Taika Waititi. Je regarde pour l'instant 5 épisodes, bientôt 6, et il y en a 8 de prévus. Voilà. Voilà. Alors après, c'est des épisodes qui font quasiment 1 heure, hein, mais franchement, ça se regarde très facilement. Beaucoup plus facilement que Steel Justice. Alors, ensuite, Olivier, donc t'en as déjà parlé sur Twitter, mais tu as envie d'en parler maintenant. Et Oui. c'est une série sur OCS. Non, pas sur OCS. C'est une série HBO, HBO. mais c'est sur MyCanal. Ah, voilà. On revient toujours à notre fameux MyCanal. Notre acteur porno préféré. Oui, alors c'est une série qui s'appelle Our Boys. Ouais. Et alors, qu'est-ce que c'est? Donc, comme je l'ai dit, c'est une série HBO et qui a été créée par Haggai Levy. Si ça vous dit rien, en fait, c'est le créateur de Betty Pool, qui est en fait la série israélienne qui a été dont le remake est In Treatment, ouais. Qui est une magnifique série que je suis en train de revoir là en ce moment et qui est vraiment, je vous conseille vraiment de le voir. Ça pour le coup c'est sur OCS. Alors, donc c'est une série israélienne et qui se passe à Jérusalem. Et Jérusalem, faut savoir que c'est une ville qui a la particularité de voir cohabiter à la fois les Israéliens et les Palestiniens dans la même ville, chacun occupant une partie de la ville. Donc on se retrouve un peu dans un schéma qui rappelle Berlin avec Berlin-Est, Berlin-Ouest. Et ben là, on a Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest. Il n'y a pas de mur, mais bon, c'est un peu la même ambiance, pas terrible. La cohabitation, elle est plus que difficile. C'est très tendu.
Et en fait, ça va pas s'arranger parce qu'il y a 3 ados israéliens qui se font enlever. Donc ça, c'est vraiment le tout début, les premières secondes de la série. Et après, donc on rentre là-dedans avec des séquences avec des journaux télé, la police qui commence à enquêter et tout. Donc on est plongé dans l'histoire. C'est dès les premières secondes. Très rapidement, on apprend que ces 3 ados finalement ont été tués par des militants du Hamas. Et alors, il y a un sentiment de vengeance qui va s'emparer de la partie juive de la ville. Et 2 jours plus tard, en fait, il y a le corps brûlé d'un jeune arabe qui est retrouvé, un jeune arabe qui s'appelle Mohamed et qu'on a appris à connaître un petit peu au cours de l'épisode. Et donc, on va suivre l'enquête de Shimon, qui est un agent de la Shabak, qui est en gros une police un peu plus. En Israël, c'est des gens qui sont chargés de la sécurité intérieure en Israël. Et en fait, cet agent de la Shabak, il va être tiraillé entre sa direction, qui elle va essayer de blanchir la communauté juive, qui va essayer de faire croire que le meurtre de ce Palestinien est dû aux Arabes et pas aux Juifs. Et en même temps, c'est un mec qui est hyper intègre et qui veut absolument découvrir la vérité de ce qui s'est passé. Donc voilà, donc ça c'est le pitch, c'est un peu la base de départ. Et là, on voit en fait que Haggai Levy, il sait faire les séries. C'est que même si on est sur un truc feuilletonnant, chaque épisode a vraiment son propre rythme et le découpage est vraiment serial, c'est-à-dire que on va avoir vraiment une couleur par épisode, on va avoir une phase de l'enquête par épisode et c'est pas un long film découpé en plusieurs parties. C'est une bonne chose. Et ouais, le découpage est vraiment canon, quoi. Donc du coup, forcément, ça nous accroche. Et donc par exemple, dans le premier épisode, c'est une ambiance très tendue, très alerte. On est vraiment dans la recherche des 3 ados juifs. On apprend à connaître Mohamed. On commence à comprendre que la police israélienne est complètement opaque, qu'ils cachent plein de choses. Il y a une vraie paranoïa qui règne dans la ville. Donc là, on est vraiment hyper tendu. C'est passionnant, quoi. On voit pas ça dure 55 minutes en général, les épisodes. On les voit pas du tout passer. Dans le deuxième épisode, on ralentit le rythme. Cette fois-ci, on est dans la recherche de l'ado palestinien, pour le coup. Et on est du point de vue du père et de la famille de Mohamed. Et alors du coup, on commence à comprendre comment se passent les relations entre les colons, donc les Israéliens, et les colonisés, les Palestiniens. Comment tout ça se tisse, comment tout ça fonctionne. On assiste aussi à côté de ça à la mise en place du mécanisme de propagande et d'autodéfense des pouvoirs israéliens. Et donc c'est hyper captivant à nouveau, même si c'est un rythme complètement différent. Et puis au troisième épisode, maintenant on sait que le jeune Palestinien est mort, et du coup on rentre dans l'histoire, on rentre dans l'enquête avec Shimon, et là du coup on commence à découvrir les milieux religieux radicaux des deux bords, et puis on commence à comprendre le tiraillement du personnage. Donc voilà, donc ça c'est pour les 3 premiers, et puis ça continue comme ça à chaque épisode, à chaque fois c'est un truc différent, et du coup chaque seconde de cette série, on est tenu en haleine, c'est hyper nerveux, c'est rythmé, c'est jamais manichéen, surtout parce que moi j'avais peur en lisant le titre Our Boys, je me suis dit ça va être un peu un plaidoyer contre les Palestiniens, ça va évangéliser les ados israéliens qui disparaissent au début, et puis en fait on comprend très vite que le no de nos enfants, puisque ça veut dire nos enfants, en fait il renvoie à nous, en fait, à nous en tant que téléspectateurs. Et en fait, ces enfants, c'est nos enfants, c'est les enfants de l'humanité entière, et que c'est des gamins qui sont en train de crever juste pour une question de religion, juste pour une question d'idéologie, juste pour une question de territoire. Et du coup, on est témoin de ça, et c'est assez fort, je trouve. Ça fait vraiment, parce qu'en fait, par exemple, le gamin Mohamed, qu'on apprend à connaître au début, il est vachement sympathique. C'est un gamin qui est hyper, qui
qui est hyper touchant, qui a plein de failles, mais qui est très, qui est vraiment, on a beaucoup d'empathie pour lui. Et du coup, ça fait vraiment, c'est un vrai choc quand on apprend qu'il a disparu et qu'il a été tué, quoi. Donc voilà, la réalisation est parfaite. C'est vraiment très sobre. Ils en font pas trop, mais malgré tout, c'est quand même très efficace. Les acteurs sont ultra crédibles. Donc, je vous parlais de Mohamed, là, qui arrive à se rendre très sympathique et vraiment à nous accrocher en finalement 20 minutes d'épisode. Tous les personnages sont pas du tout dans la caricature, on n'est pas dans le drame avec les gens qui froncent les sourcils et puis qui sont toujours très sérieux, toujours très. Là en fait, c'est des gens normaux qui se retrouvent dans une situation totalement anormale en fait. Et ils sont tous sympathiques, donc on a tous envie de les connaître, de les apprécier et tout. Et en même temps, ils sont quand même obligés de survivre dans cette ville qui est une espèce de poudrière. Enfin, on se demande comment c'est possible, franchement, de vivre là-dedans. On se retrouve vraiment à Berlin pendant la guerre froide, quoi. Donc voilà, donc c'est une série que j'ai trouvée vraiment bluffante, hyper prenante. Moi, j'ai dévoré la série, et donc voilà, je vous la conseille vraiment. C'est Our Boys et c'est disponible donc sur MyCanal. Okay. Si vous aimez les polars, thrillers hyper bien foutus qui en plus ont un sens, allez-y. Ok. Donc voilà, comme ça, ce soir, il y en aura pour, globalement, tout le monde. Ouais, globalement. Là, c'est... peu importe le genre que vous aimez, je pense que vous pouvez trouver quelque chose. Et ça, c'est une bonne chose aussi. Je vois, par contre... je vois qu'il y avait des séries qui ont été rajoutées. Est-ce qu'on prend le temps de le faire ou pas? Bon, moi j'en ai pour 2 secondes. Moi j'ai vu les 2 premiers épisodes de la saison 2 de Killing. Ouais, et si vous avez aimé la première saison, vous allez encore vous éclater. Le premier épisode est un peu plus banal entre guillemets, un peu plus moyen que ce qu'on a pu voir en première saison, mais dès le deuxième épisode, ça revient comme ce qu'on adorait en première saison. Et franchement, c'est un vrai plaisir, quoi. Ok, pour rappel, c'est donc la série Showtime avec Jim Carrey. C'est ça, et créée par Michel Gondry. Ouais, voilà. Et pareil, à voir sur MyCanal aussi. Ok, et toi, donc Mathieu, tu avais donc 911 Lone Star avec... Voilà, je peux en parler si tu veux avec en le 2 minutes aussi. Voilà, le Roble Show. Mais c'est pas finalement le Roble Show. Et ça, je suis très content parce que c'est justement... J'en avais parlé un peu au début de la saison. Est-ce que ça va être justement le Roble Show? Et non. Comme 911, qui est une très très bonne série, il y a tout ce qu'on aime. Un bon casting, des personnages attachants, un casting diversifié, beaucoup de blagues, beaucoup d'actions, des jump the sharks toutes les 3 minutes et un peu d'émotion aussi. Oui, donc 911 Lone Star, c'est presque aussi bien que 911 et j'espère que ça deviendra aussi bien, voire meilleur encore. Et je l'ai pas noté sur le Trello, j'ai été méchant. Mais juste en aussi 20 secondes, on n'a pas parlé de Harley Quinn, la série animée depuis longtemps. Si, on en a parlé. Si, on en a parlé, mais pas depuis longtemps. Pas depuis le pilote. Depuis que c'est sorti, oui, mais voilà, oui. C'est pas grave. Mais bon, il reste un épisode pour la saison. Je pense qu'en fin de saison, on en reparlera. Mais c'est très très bien et chaque épisode est meilleur que le précédent. Ouais. Et là, j'ai vu l'épisode 12 tout à l'heure et je suis scandalisé. Voilà, c'est ouf. Je comprends. C'est vrai que l'écriture est vraiment top. Le rythme, l'animation, l'humour, les messages qu'ils veulent faire passer sont top. Il y a... voilà, on pouvait pas espérer mieux, en tout cas, quand on aime le personnage d'Harley Quinn. C'est magnifique, c'est beau, voilà, j'ai eu la bouche ouverte et la larme à l'œil pendant 10 minutes après. Donc regardez Harley Quinn, c'est très très bien. Ouais, effectivement. Voilà. J'allais me dire, parce qu'on a parlé un petit peu rapidement de Jim Carrey, est-ce que finalement, vu que le pilote qu'on doit regarder dans 2 semaines, il ne dure que 20 minutes, est-ce qu'on se rajouterait pas un petit 20 minutes en plus? Le mesquin. Ouais, ça m'a fait penser à... Non, mais ça m'a fait penser à... En fait, le Killing m'a fait penser à comment dire, la première apparition série de Jim Carrey, qui s'appelle The Duck Factory, qui a eu 13 épisodes, 14 épisodes, et ça date de 84. Donc, je pense le premier épisode, il dure 20 minutes.
Comme ça, on aura 2 Jim Carrey sériels bien différents. Hein, c'est un truc sympathique où Jim Carrey joue un animateur, un jeune animateur qui rentre dans une boîte d'animation low budget. Et il travaille sur la série qui s'appelle The Dippy Duck Show. Et donc voilà, c'est une comédie avec un Jim Carrey au tout début de sa carrière. On fait ça ? Allez, Comme ça, vendu. on reste dans l'animation, on a du Jim Carrey, voilà, c'est pas vraiment un pilote abandonné parce qu'il y a eu 13 épisodes, 13-14 épisodes, voilà. Mais bon. ça peut C'est être un rigolo. pilote quand même. C'est un pilote quand même, voilà. Et comme ça nous évitera de nous faire un nouveau podcast qui s'appelle Mon ami Jim. Où on fait toute la filmographie de Jim Carrey. Parce que putain, il y aurait des trucs Qui à dire serait aussi. plus rapide que Charzy. Ah non, très franchement, regarde son Ouais, je sais IMDb. pas. Regarde son Ouais, je sais IMDb, c'est pas plus rapide. Ouais, je m'en rends pas compte. Ouais. Ah ouais, non, Vous auriez c'est- dû regarder Sonic le film après à la fin. C'est peut-être très bien. Ah, j'ai pas dit le contraire, j'ai dit que vous devriez le regarder. On a dit aussi que peut-être que Robosaurus, ça serait très bien et... Ouais. et Bah, non. moi, j'ai bien aimé, voilà. Voilà, c'était Bon. pas ce que j'attendais. Bref, en tout cas, on vous souhaite à toutes et à tous de bonnes séries, une bonne semaine, parce que là, voilà, on enregistre le lundi, on diffuse le mardi. Passez voilà, une bonne journée, une bonne nuit, Bon Jovi, tout ça, machin, voilà, bref. N'oubliez pas que si vous aimez Bon Jovi, son nouveau single, vous pouvez gagner. Il y a un concours où vous chantez sur votre téléphone sur son nouveau single, I Sing Bon Jovi, je crois que c'est ça, ou singbonjovi.com. C'est assez rigolo à faire. Bref, je pense que le mot de la fin, Robosaurus, qu'est-ce que ça sera ? Flamme. Oh non, elle m'a piqué mon mot. J'ai dit lance-flamme. Bah, tu dis lance-flamme alors. Elle a dit flamme. Bah tu dis lance-flamme. lance-flamme. Comme ça. Ça, c'est un petit message pour Florian. Collage. Cache. Olivier. Moi, ce sera Jim. Jim, C'est bien. Jimbo. Jim, c'est bien. Jim, oui. c'est un gars sûr. Et moi, je vais dire mythique. Voilà. Mais pas le site de rencontre. Non, bah pourquoi pas. Et ça serait une autre série. Mythic Quest. Bref. Allez. Il y a une web série qui existe comme ça. Ouais, bah oui. Et puis il y a Fail qu'on avait reçu selon le créateur avec des rencontres justement. Oui, je pensais à ça justement. Ah bah voilà, Fail, très très bonne série dont malheureusement on n'aura jamais la suite. Et c'est parti.